Vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui nos tisanes philo Vincianisme 68, en compagnie à la technique de Jean-Luc Ardit et moi-même au micro, nous allons poser une seule question. Les dictatures sont-elles solubles dans l'alcool ? Je vous ai concocté une rhapsodie philosophico-éthylique en 5 mouvements. Premier mouvement, prélude, le vin des tyrans et l'ivresse des peuples. Il est des questions qui, à force d'être absurdes, deviennent lumineuses. Celle-ci en fait partie. Car enfin, que signifie demander si une dictature est soluble dans l'alcool ? Est-ce une métaphore, une provocation, une invitation à trinquer avec l'histoire ? Peut-être tout cela à la fois. L'alcool, ce vieux compagnon de l'humanité, a toujours eu un rôle politique. Il désinhibe, il rassemble, il fait tomber les masques, parfois littéralement. Mais peut-il faire tomber les régimes ? Peut-il dissoudre l'autorité comme un sucre dans l'absinthe ? Ou bien, au contraire, est-il l'allié secret des despotes, l'opium liquide des masses ? Platon, dans ses dialogues, se méfiait de l'ivresse. Elle trouble la raison, cette vertu cardinale du philosophe roi. Mais Diogène, son contemporain cynique, buvait dans un tonneau et urinait sur les conventions. Déjà, 2 visions s'opposent, l'ordre sobre contre l'anarchie joyeuse. Deuxième mouvement, l'alcool comme arme de subversion douce. Dans les tavernes de l'Europe médiévale, on chantait des chansons à boire qui moquaient les seigneurs et les curés. Le vin déliait les langues et parfois les poignards. L'ivresse devenait une espèce de liberté, un carnaval où l'ordre social était renversé temporairement. Au XXe siècle, dans les dictatures les plus rigides, l'alcool a souvent servi de soupape. En URSS, la vodka était omniprésente. Staline lui-même en offrait aux ouvriers comme on jette des miettes à des moineaux. Était-ce une stratégie? Bien sûr. Un peuple ivre et un peuple moins rebelle. Mais attention, trop d'alcool et même les statues de Lénine finissent par tanguer. Dans l'Allemagne nazie, l'alcool était à la fois interdit aux soldats et distribué en douce. Hitler, sobre comme un moine, savait que l'ivresse pouvait faire vaciller la discipline. Mais il savait aussi qu'un soldat ivre est un soldat qui tue sans trop penser. Alors l'alcool, poison ou antidote? Dissolvant ou fixateur du pouvoir? Troisième mouvement, dictature et ivresse, une étrange alliance. Il faut ici convoquer Hegel. Pour lui, l'histoire est le théâtre de la raison en marche. Mais parfois, cette raison trébuche, titube et tombe dans les bras d'un tyran. Et si l'alcool n'était pas l'ennemi de la dictature, mais son miroir déformant? Car enfin, qu'est-ce qu'une dictature sinon une ivresse du pouvoir? Le dictateur est un homme saoul de lui-même, ivre de contrôle, halluciné par sa propre prétendue grandeur. Il voit des ennemis partout comme un paranoïaque au fond d'un bar. Il parle seul, il exige le silence. Il impose sa vision comme on impose une tournée générale, sans demander l'avis de quiconque. Et le peuple, il peut être complice, il boit les paroles du chef comme on boit un mauvais vin, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il chante les louanges du régime, la bouche pâteuse, le regard vide. L'ivresse devient collective, une transe politique. Et le 4e mouvement, l'alcool comme ferment de révolte, cette fois-ci. Mais parfois, l'alcool, donc, change de camp. Il devient lucide, il devient insolent. Souvenez-vous des bars de Prague où les dissidents tchécoslovaques buvaient pour oublier la censure. Ou des caves de Varsovie où les poètes ivres conspiraient contre le régime. Ou encore des chansons de Georges Brassens, de Léo Ferré, de Brel, autant de bouteilles lancées à la mer de la bêtise autoritaire. L'alcool, alors, devient un acte politique. Boire, c'est refuser la norme, c'est-à-dire non à la discipline, au contrôle, à la surveillance. C'est revendiquer le droit à l'oubli, à l'excès, à la fête. C'est faire de son corps un territoire libre, même pour quelques heures.
Nietzsche, ce grand buveur de vérité amère, écrivait « Il faut porter en soi un chaos pour accoucher d'une étoile qui danse ». Peut-être faut-il aussi porter en soi quelques verres de vin pour oser danser sur les ruines d'un régime. Et le 5e mouvement, et si la liberté avait un goût de bière tiède? Alors, les dictatures sont-elles solubles dans l'alcool? Peut-être. Mais pas comme on dissout un comprimé dans un verre d'eau, plutôt comme on fait fondre une façade dans un rire, une chanson, une ivresse partagée. L'alcool ne renverse pas les tyrans, mais il les érode, il les ridiculise, il les rend flous, grotesques, humains, et cela suffit parfois à briser le charme noir du pouvoir. Mais attention, l'ivresse n'est pas la liberté, elle peut en être le prélude ou la parodie, elle peut éveiller ou endormir, tout dépend de ce qu'on en fait. Alors buvons peut-être, mais buvons debout, buvons en chantant, et surtout buvons à la chute des masques, à la fin des dogmes, à la liberté qui titube mais ne tombe pas. Maintenant, nous allons essayer d'approfondir la philosophie politique par une explication la plus claire possible des idées politiques de Platon et de Hegel, avec un clin d'œil à leur pertinence dans notre rhapsodie sur les dictatures et l'alcool. Le philosophe roi contre la démocratie ivre, c'est bien notre Platon qui nous dit ça. Il est né en 428 et mort en 348 avant Jésus-Christ. Disciple de Socrate, est l'un des premiers penseurs à proposer une théorie politique systématique. Sa pensée est exposée principalement dans la République, le politique et les lois. Platon imagine une cité juste fondée sur une hiérarchie des fonctions. Les philosophes, avec la raison, qui gouvernent car ils connaissent le bien. Les gardiens, c'est le courage, ils protègent la cité. Les producteurs, c'est le désir, ils travaillent et produisent de la richesse. Cette tripartition reflète sa conception de l'âme humaine, elle aussi divisée en 3 parties, raison, courage, désir. Pour Platon, seule la sagesse permet de gouverner justement. Il propose que les philosophes deviennent rois ou que les rois deviennent philosophes. Il rejette la démocratie athénienne qui juge chaotique et dominée par les passions. Pour Platon, la démocratie mène à la tyrannie comme l'ivresse mène à la gueule de bois. Par excès de liberté, on finit par désirer un maître. Donc, la cité juste repose sur une éducation rigoureuse, l'ignorance est la racine du mal politique, l'alcool, en tant que perturbateur de la raison, serait vu par Platon comme un danger pour l'ordre de la cité. Et pour Hegel, par contre, l'État est comme la réalisation de la liberté. Donc, il s'appelait Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Il est né en 1770 et mort en 1831. Et un philosophe allemand idéaliste. Sa pensée politique est exposée dans la philosophie du droit. Pour Hegel, l'État est l'incarnation de la raison dans l'histoire. Il n'est pas un simple outil de domination, mais la forme suprême de la liberté collective. L'individu ne devient vraiment libre qu'en s'insérant dans une communauté rationnelle. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la réalisation de soi dans un cadre éthique. L'histoire est un processus dialectique, thèse, antithèse, synthèse. L'État moderne est la synthèse des contradictions entre l'individu et la société. L'État hegelien est donc l'alcool distillé de la société civile. Il en extrait l'essence rationnelle et la sublime même. L'individu a besoin d'être reconnu par les autres pour exister pleinement. L'État garantit cette reconnaissance mutuelle à travers le droit et les institutions. Et dans notre rhapsodie, Platon nous avertit, l'ivresse démocratique mène à la tyrannie, il prône la sobriété de la raison. Hegel, lui, va dans l'état de distillation de la liberté, une ivresse maîtrisée, éthique, dialectique. Alors, les dictatures sont-elles solubles dans l'alcool? Vous êtes sur Radio Chansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.